l'intimité n'existait plus vraiment. Un magazine féminin abandonné sur une table de la cantine provoqua l'hilarité générale. Hervé s'empara du questionnaire psychologique laissé ouvert, intitulé avec une grande délicatesse sur les performances amoureuses. Il lut à voix haute les réponses absurdes cochées par une main anonyme. À la question sur l'activité préférée après l'amour, l'inconnu avait répondu qu'il désirait manger une bonne choucroute. Les rires résonnèrent dans le couloir, chacun accusant l'autre d'être l'auteur de ces confessions ridicules. Jusqu'à ce que Fred et Jeanne avouent qu'elles avaient rempli le test ensemble pour s'amuser, choisissant délibérément les réponses les plus saugrenues pour tromper la curiosité de leurs colleagues masculines. Le monde de l'entreprise était vaste, et parfois, le destin jouait des tours surprenants. Lors d'une réunion avec un collaborateur externe du service mercatique, Jean-Claude découvrit avec stupeur que ce consultant indépendant portait exactement le même nom et le même prénom que lui. Ce deuxième Jean-Claude convenant était élégant, courtois et d'une intelligence remarquable. Charmeur sans être lourd. Carole tomba immédiatement sous son charme. Le Jean-Claude originel, vexé dans son orgueil, assista, impuissant, à un ballet de séduction entre sa directrice et son double parfait, réalisant avec amertume que son propre nom ne suffisait pas à garantir l'élégance et le succès. Malgré ses défauts, Jean-Claude savait se rendre indispensable. Quand Maëva décrocha finalement son permis de conduire après de multiples tentatives infructueuses, elle s'acheta une petite voiture d'occasion. Angoissée à l'idée de prendre le volant seule, elle demanda l'aide de ses collègues. Jean-Claude se dévoua, s'improvisant moniteur d'auto-école dans les sous-sols du parking de l'entreprise. Ses conseils, formulés avec une ambiguïté vertigineuse, mélangeaient la mécanique automobile et des sous-entendus beaucoup plus personnels. Il lui murmurait de fermer les yeux, de relâcher les jambes et de sentir les vibrations du moteur monter en elle. Maëva, d'une innocence totale, appliqua ses directives poétiques à la lettre, ce qui se solda inévitablement par un accrochage retentissant contre un pilier en béton. Heureusement, seule la tôle fut froissée. Mais les leçons de conduite furent définitivement suspendues. La paranoïa refaisait surface à intervalles réguliers, orchestrée par le directeur des ressources humaines. Jean-Guy, persuadé que le désordre et l'anarchie menaçaient la productivité, convoqua Jeanne dans son bureau. Il lui confia la mission secrète et immorale de rédiger des fiches de renseignement sur le comportement, les habitudes et les faiblesses de chaque employé. Jeanne, fidèle à ses principes humanistes, refusa catégoriquement de jouer les espionnes, préférant retourner s'occuper de ses propres dossiers. Jean-Guy tenta alors de recruter Sylvain, jouant sur son amour de l'ordre et du rangement. Mais le comptable, bien que candide, ne comprenait pas l'intérêt de surveiller l'endroit où ses collègues rangeaient leurs stylos. Le complot de Jean-Guy tomba finalement à l'eau, l'amitié et la solidarité triomphant de la méfiance institutionnelle. Sur le terrain, les techniques de vente révélaient toute la roublardise de certains, accompagnant Hervé chez un pharmacien récalcitrant pour vendre des machines à photocopier. Jean-Claude prit les choses en main. Face à l'échec d'Hervé, qui tentait vainement de parler des caractéristiques techniques, Jean-Claude inventa un mensonge éhonté. Il fit croire au client qu'il était en plein milieu d'un divorce douloureux, jouant la carte de la pitié et de l'empathie masculine. Le pharmacien, ému par cette fausse tragédie personnelle, signa immédiatement un bon de commande pour 5 machines onéreuses. Hervé, partagé entre l'admiration pour ce coup de maître et le dégoût pour cette méthode peu orthodoxe, comprit que dans le monde du commerce, l'émotion surpassait souvent la raison, même si l'éthique en prenait un sérieux coup. Les rumeurs les plus folles circulaient souvent pendant la pause méridienne. La crainte des maladies liées à l'alimentation s'empara des bureaux. Jeanne et Fred refusaient obstinément de manger à la cantine, terrorisés par les articles de presse alarmistes sur la qualité de la viande bovine. Jean-Claude, toujours bon vivant, continuait de savourer ses plats en sauce, affirmant que rien ne pourrait l'empêcher de profiter d'un bon repas. La panique atteignit son paroxysme lorsqu'une annonce révéla que le fournisseur de la machine à café
avait été arrêté. L'homme recyclait le marc de café usagé récolté dans des centaines d'établissements pour remplir les machines des entreprises. Le dégoût fut général. Jeanne crut défaillir, s'imaginant déjà victime d'une intoxication majeure. Tandis qu'Hervé contemplait son gobelet en plastique noir avec une grimace d'horreur absolue, réalisant qu'il buvait tous les restes de la ville depuis des mois. Les soucis personnels s'invitaient aussi dans la sphère professionnelle. Hervé traversa une véritable crise d'identité après un passage raté chez le coiffeur. Refusant de croiser le regard de ses collègues, il avoua à Jean-Claude qu'il ne supportait plus de se voir dans un miroir. La vision de son propre visage reflété pendant de longues minutes chez le barbier lui avait fait prendre conscience du temps qui passe. Jean-Claude, dans un élan de compassion rare, tenta de le rassurer avec maladresse, lui rappelant que l'amitié ne s'arrêtait pas à une coupe de cheveux ratée, et que l'essentiel résidait dans les liens invisibles qui les unissaient tous. Ces liens étaient parfois mis à rude épreuve par les décisions de la hiérarchie. Sylvain, le modeste comptable, reçut un jour une prime de compétence d'une valeur de 200 francs. Fou de joie, il pavanait dans les couloirs, se croyant promis à un avenir de haut dirigeant. Hervé et Jean-Claude, piqués au vif par cette reconnaissance qu'ils jugeaient dérisoire et manipulatrice, se moquèrent cruellement de lui. Ils lui expliquèrent que cette aumône n'avait d'autre but que d'acheter son obéissance et de l'obliger à travailler le week-end. Sylvain, blessé dans son orgueil mais gardant la tête haute, refusa de les écouter, préférant croire en la justice de son travail acharné, même si la somme était bien modeste. Pour couronner le tout, la décoration des locaux devint le sujet brûlant de la semaine. Le comité d'entreprise, sous l'impulsion de Carole, avait acquis une immense toile abstraite peinte par la grand-tante de cette dernière. Les couleurs agressives et les formes chaotiques appliquées au couteau à peinture agressaient le regard des employés. Jean-Claude tenta de flatter Carole en louant le génie de sa parente. Mais le mensonge était trop visible. Finalement, dans un acte de rébellion silencieuse, l'œuvre d'art abstrait disparut mystérieusement du mur principal, prestement remplacé par un poster gigantesque représentant un magnifique moteur d'automobile de 300 chevaux, témoignant du triomphe de la simplicité et de la passion mécanique sur les prétentions artistiques. Ainsi s'écoulaient les jours, les semaines et les mois au rythme immuable du distributeur de boissons. Entre les rires, les quiproquos, les petites trahisons et les grands moments de solidarité, les employés formaient une véritable famille de substitution. Les défauts de chacun devenaient les qualités d'un groupe uni face à l'adversité, aux réunions interminables et aux caprices de la direction. Ils comprenaient, au fond de leur cœur, que cette petite vie de bureau, avec ses absurdités et ses moments de grâce, était une belle aventure humaine, douce, réconfortante et profondément vivante, portée par une amitié indéfectible qui valait bien plus que tous les séminaires de motivation du monde. La vie de bureau est un théâtre singulier où se jouent, chaque jour, des drames minuscules, des comédies involontaires et de grandes amitiés qui s'ignorent. Au cœur de l'entreprise, il y a un lieu sacré, un sanctuaire autour duquel gravitent toutes les âmes cherchant un instant de répit. La machine à café. C'est là, sous la lumière blafarde des néons, que tout commence et que tout se termine. Hervé, le délégué syndical au regard toujours un peu fuyant mais à l'esprit vif, tenait son gobelet en plastique avec une dévotion quasi religieuse. Face à lui, Jean-Claude, le commercial flamboyant, archétype du vendeur à la verve inépuisable, observait le mur d'affichage. « Ça y est. Tu as vu la petite affichette ?» demanda Jean-Claude en pointant du doigt un prospectus coloré. « Vous l'avez vu, votre stage de descente de rivière dans le département du Lot, là. » Hervé soupira, ajustant ses lunettes. « Mais attends. Mais ce n'est pas mon stage. Et puis c'est rudement sympathique d'en faire tout un week-end. » « Mais oui, c'est sympathique, le week-end, railla Jean-Claude avec un sourire en coin. Tu n'as rien d'autre à faire.